Ladies and gentlemen. Garp. Garp. Garp? Yes, garp. Sounds like a fish. I'm an American writer, and Every single place, every single household, whether you're a white person, a black person, a Chinese person, a native person, you're on a reservation or you're off reservation, that's all Indian country. I breathe and I live with the knowledge of what happened to my aunt in the late 30s who was lynched by the KKK. I must recollect with yet greater fury. America, America, ton dragon fou s'ennuie. Amène-le que je l'achète. I would be in as touch with my subject if I lived somewhere else. Alex, en roue libre. Boulevard Quinet, 14e arrondissement. Rendez-vous, on voit la tour Montparnasse au loin. Rendez-vous dans les locaux d'Albin Michel avec celui qu'on appelle l'ami américain Francis Geffard. Ouais, c'est lui qui a créé le Festival américain il y a quelques 20 ans. Une vingtaine d'années, 9 éditions. Il est éditeur chez Albin Michel. Ça fait près de 30 ans. Ça, c'est pour la bio de Francis Geffard, fanat d'Amérique. Ah, on comprend pourquoi ce surnom à vocation cinématographique. Oui, ça nous rappelle le film de Wim Wenders, entre autres. Albin Michel, dans le siège, dans son bureau, à la veille de l'ouverture de la 9e édition du Festival américain, pour donner le tempo avec celui qui l'a fondé. C'est là Albin Michel? Oui, cuidado. Avec cuidado, là, j'ai la peinture. Ça sent le neuf pour la rentrée littéraire. Bonjour. Je suis pas prête, alors tant que vous pouvez pas m'interroger. Oui, mais parce que vous n'avez pas fait votre mise en pli, ni rien. Non, ni la couleur, je voulais être blonde. Je voulais être blonde, c'est pas mal. Ceci dit, c'est pas très grave, c'est pour la radio. Vous venez voir qui? Interviewer qui? Je viens voir notre ami américain. Ah, Francis Geffard. Bravo. Mais Francis Geffard n'est pas encore arrivé. Il va à la bourre comme d'habitude. Pourtant, un américain, généralement, c'est ponctuel. Ben oui, c'est un faux, hein. Et c'est un faux. Ouais. Vous avez remarqué que... Vous n'étiez jamais venu chez Albin Michel? Et je remarque, Francis Geffard, que ça a presque la forme d'une cathédrale. Alors en fait, c'est une ancienne usine. Voilà, c'est une ancienne manufacture. Et elle est le siège d'Albin Michel depuis 1900. Voilà, depuis la fondation de la maison. Et vous êtes là depuis presque 30 ans. Absolument, j'ai signé mon premier contrat en 90. Voilà, ça fera 30 ans en 2020. Francis Geffard, finalement, quand on est ici, dans votre bureau, chez Albin Michel, on se dit, on est devant quelqu'un qui est à son point d'aboutissement. On est devant quelqu'un dont les rêves ont fini par être réalité, qui les a fabriqués. Oui, quelque part, oui, à mon corps défendant, parce qu'on ne sait jamais vraiment où on va jusqu'au moment où on s'y trouve. Donc c'est vrai que deux choses auront marqué ma vie, les livres, depuis ma plus tendre enfance, et l'Amérique. Voilà. Et c'est vrai que je suis assez content d'avoir mené ces deux passions de front jusqu'à maintenant. Ça, c'est le point central. Il y a les livres. Francis Geffard, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un souvenir précis du premier livre, de celui qu'on vous met dans les mains, celui que vous ne voulez pas qu'on vous arrache, ou celui qu'on vous raconte tous les soirs. Il y a quelque chose du petit Francis qui revient grâce à cet objet-là, qui est si singulier, le livre, si magique. Oui. Alors j'ai des souvenirs. C'est vrai que j'ai eu une grande passion quand j'étais enfant pour un livre, ça va faire sourire, Hameau le Peau Rouge, un album du Père Castor. Voilà, donc déjà j'étais, sans le savoir, marqué par quelque chose qui là aussi a tenu et tient encore une grande place dans ma vie et dans mon espace intellectuel. C'est la rencontre avec les mondes amérindiens.
Voilà, c'est vrai que ça a été quelque chose d'important dans ma vie, pas tellement parce que ça a fait de moi un Indien, je n'ai aucun signe distinctif qui puisse le trahir. Mais c'est vrai que cette rencontre et cette mise en abîme m'a permis de beaucoup réfléchir à la question de la culture, de l'identité, de la relation à l'autre. Et c'est vrai qu'un mot Peau-Rouge, voilà, c'est un souvenir d'enfant assez présent. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai acheté pour mes enfants. Voilà. Elle ressemble à quoi la couverture? Est-ce qu'elle a d'ailleurs évolué? La couverture, oui. Non, c'est toujours pareil en fait. Hein. Il y avait cette collection qui date des années 60 avec Apoutsiak, le petit Esquimau, Niels, le petit Hollandais. Voilà. Donc, et moi, Amo le Peau-Rouge, c'était la vie d'un jeune Sioux à l'époque. D'avant la conquête de l'Ouest et la colonisation par les Blancs. Ah, l'Éden. Absolument, voilà. C'était Danse avec les loups, vu par le père Castor. Oui, mais alors qu'est-ce qui lui arrive à Amo? Il lui arrive des choses très simples, en fait. Il devient, dans ce livre, si mes souvenirs sont bons, il passe du statut d'enfant à celui de futur homme, entre guillemets. Voilà. Il y avait un petit côté initiatique. Mais j'ai toujours été un lecteur. Je me souviens que mes parents venaient régulièrement confisquer la lampe de poche avec laquelle je lisais sous les draps. Voilà, j'ai toujours été un peu dans la transgression des consignes de coucher pour ce qui était des livres. Et quand j'avais 12-13 ans, voilà, j'étais passionné. Je suis allé à la bibliothèque très tôt. J'y allais toutes les semaines. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à économiser pour m'acheter des livres de poche, parce que mon argent de poche ne me permettait pas d'acheter des grands formats. Mais et que les parents confisquaient les lampes de poche, si je vous suis bien. Alors non, parce que là, à cet âge-là, je pense que j'avais déjà atteint une certaine autonomie. Mais c'est vrai que je me souviens des catalogues du livre de poche qui étaient totalement écornés, griffonnés, etc. Et j'ai gardé d'ailleurs certains de ces livres de poche chez moi, qui ont été mon premier contact avec la littérature. C'est bien fait pour vous, Francis Geffin, mais qu'arrive là dans notre conversation, ce livre Amo le Peau-Rouge me semble tellement, presque provoque quelque chose de sidérant. Je me dis, dès son plus jeune âge, on peut être marqué jusqu'à conduire sa carrière, qui vous, voilà, ici, Albin Michel, autour d'un thème qui a été identifié, qui est presque... Parce que ce que vous découvrez avec ce monde amérindien, c'est que l'Amérique, c'était ça avant qu'on arrive. Bien entendu. Et c'est toujours ça aujourd'hui pour moi. C'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, et j'y étais cet été encore, ce qui m'intéresse le plus aux États-Unis, finalement, c'est tout ce qui n'est pas blanc. Je ne dis pas que je ne m'intéresse pas à l'expérience américaine, cela va de soi. Mais je crois que s'il n'y avait pas aux États-Unis tout ce passé finalement aussi douloureux et riche, parce qu'il n'y a que la douleur qui peut être riche en fin de compte, surtout en littérature. Je ne suis pas certain que ce pays m'intéresserait autant. Ce qui m'intéresse, ce sont ces lignes de faille, ce sont ces fractures. Et j'ai toujours vu les États-Unis comme une sorte de laboratoire, et plus largement le continent nord-américain, parce que c'est vrai aussi du Canada, du Mexique. C'est comme si c'était une page blanche sur laquelle, en un espace de temps très court, 4 siècles, on avait un condensé finalement de toute l'histoire de l'humanité. Je crois que l'histoire de l'humanité obéit à des règles universelles. Et là, en Amérique, on a un exemple, comme dans les livres de mathématiques, pour illustrer une théorie, on a un exemple. Et là, on a l'exemple, finalement, de la façon dont notre monde a été quand même très marqué par la prédation des Européens. À la fois la relation à l'autre, à celui qui est différent, la relation à l'autre culture, la prédation non seulement sur l'environnement et sur les richesses naturelles, la prédation sur les populations que l'on déporte, que l'on réduit en esclavage. Je dirais que c'est une belle lecture de l'histoire de l'humanité et principalement de l'histoire de l'Occident.
Il y a cette Amérique qui se construit et qui devient, au fil de ces siècles, invulnérable jusqu'à cette date du 9/11, puisque c'est comme ça qu'on résume l'attentat du World Trade Center et l'effondrement d'un monde. Oui, alors je pense qu'elle a été vulnérable avant, mais elle a été vulnérable. Je dirais que l'Amérique, finalement, à part les Indiens et les Africains qu'on a importés de force parce que les Indiens n'étaient pas en mesure de tenir le choc, parce que les premiers esclaves aux États-Unis ont été les Indiens, le premier esclavage. Et comme ils n'étaient pas immunisés contre toutes les maladies et les germes que les Européens avaient amenés avec eux, ils n'ont pas tenu le choc. Et il y a eu... et c'est la première catastrophe, entre guillemets, pour ces peuples dans l'histoire américaine. On peut dire qu'en grosso modo, entre la découverte de l'Amérique et la fin du XVIe siècle, 80 à 90% des peuples amérindiens sont victimes de ce choc épidémiologique et disparaissent. Et donc, par conséquent, on est obligé d'apporter des esclaves, d'amener les esclaves venus d'ailleurs, et c'est là où les Africains rentrent dans l'histoire américaine. Mais si on retire les Indiens et les Africains qu'on réduit en esclavage et qu'on importe de force, tous ceux qui sont aux États-Unis viennent d'ailleurs. Je dirais que c'est vrai que c'est en ça aussi que ce pays est aussi passionnant, parce que finalement, il porte les attentes, les rêves et les espoirs de tous ceux qui viennent finalement de partout. C'est un des seuls pays, à mon avis, qui ait une telle coloration universaliste. Et ça, c'est assez passionnant. Et cette coloration universaliste, je dirais, elle commence à se fissurer dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. C'est la première fois qu'il y a un voyage-retour. Pendant des siècles, on ne va que dans une direction, vers l'ouest. Et là, finalement, en 1917, l'Amérique se réconcilie avec le reste du monde parce qu'elle est toujours tentée par le repli sur soi. Elle est comme incapable de faire sa propre synthèse. Et donc, il y a 1917, 1944, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe et le 11 septembre et ce qui a suivi, à savoir la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Syrie. C'est vrai que je dirais que l'Amérique ne retrouve le monde finalement qu'à travers le chaos, mais on a besoin d'un dialogue avec l'Amérique, même si elle est souvent tentée, et elle l'est encore davantage maintenant depuis les dernières élections présidentielles, voilà, de se considérer comme autarcique. Et c'est en regardant ce qui se passait ce 9 septembre 2001 que vous vous êtes dit qu'il y a plus besoin maintenant que jamais que ce dialogue puisse s'installer et qu'est née cette idée de ce festival américain dans la foulée de l'effondrement. Alors, ce serait trop beau, non. Le festival est né dans ma tête fin des années 90, je dirais 98, 99. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je pensais. C'est vrai que le problème des éditeurs de littérature étrangère et des lecteurs de littérature étrangère, c'est que, par définition, l'écrivain étranger est un écrivain absent. C'est quelqu'un qui n'a pas de réalité. Un écrivain étranger n'est allé à l'école avec personne, n'a été invité au mariage de personne, n'a travaillé dans aucune entreprise. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a je dirais, une page blanche. Et finalement, on fait venir les écrivains étrangers pour la promotion de leurs livres. Forcément, ça ne dure pas très longtemps. Forcément, c'est réservé aux journalistes. Forcément, c'est au tout début ou même avant la sortie du livre. Donc, il n'y a jamais vraiment de capacité à faire en sorte que les lecteurs et les auteurs se rencontrent. Et ce qui m'a marqué dans ma vie d'éditeur, c'est ce qu'avait accompli et ce qu'a accompli Michel Lebris et son équipe au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Et je lui ai dit d'ailleurs, sans la fréquentation de Saint-Malo, je ne sais pas si j'aurais eu cette idée de créer un festival de littérature nord-américaine. Mais en tous les cas, j'avais toujours été taraudé parce que mon premier métier dans le monde du livre, c'est la librairie. À 20 ans, j'ai ouvert une librairie à Vincennes qui s'appelle 1000 pages, c'était en 1980. Et à Vincennes, on a accueilli
très rapidement, alors que leur carrière était loin d'être celle que l'on connaît aujourd'hui, des écrivains comme Toni Morrison, Richard Ford, Paul Auster, John Irving, Jim Harrison, Russell Banks, Thomas McGuane, enfin la liste est longue. James Ellroy, Tony Norman. Et beaucoup d'autres auteurs. Et c'est vrai que j'ai toujours vu la façon dont les lecteurs français venaient rencontrer des écrivains américains, pas parce qu'ils sont le produit d'une culture capitaliste et qui impose, mais parce que l'Amérique a quelque chose de passionnant, l'Amérique a quelque chose d'extrêmement riche. Je dirais que l'Amérique est la plus belle version de nous-mêmes. Elle peut être la pire aussi. Aujourd'hui, je pense. C'est peut-être ce sentiment-là qui se distille ou qui s'immisce chez les lecteurs. Oui, elle est capable du meilleur comme du pire en tant que... Mais je dirais qu'elle a quand même cette force et cette vigueur. Les Américains d'aujourd'hui, finalement, ils sont la somme de toutes les traditions littéraires de l'humanité. Ces immigrants, qu'ils soient venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est, d'Amérique latine ou d'Europe de l'Ouest, ils sont venus avec leurs rêves, leurs contes, leurs traditions, leur mentalité. Et je dirais que c'est un... Voilà, on a souvent parlé du melting pot. C'est vrai qu'il y a dans la littérature américaine, je crois, une vitalité, une richesse, une ouverture qui est un peu la synthèse de tous ces espaces mentaux et de toutes ces traditions culturelles qui sont venues de partout ailleurs. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et la littérature américaine, elle a aussi quelque chose de très égalitariste. C'est-à-dire qu'en France, les écrivains appartiennent à l'élite. Aux États-Unis, ils sont toujours à la lisière, ils sont toujours à la marge. Le rôle de l'écrivain a toujours été de se situer à la périphérie de la société et d'avoir le droit, qui est garanti par la Constitution, mais finalement d'être en désaccord. Voilà. Je dirais que la liberté individuelle est une des clés de voûte de la culture américaine. C'est ce qui explique finalement peut-être qu'on ait autant d'écrivains américains qui viennent de partout dans la société américaine, même si effectivement l'enseignement de l'écriture dans les universités, les ateliers d'écriture, certains disent on n'apprend pas à écrire, on fait du piano, on fait le conservatoire. Je crois que quand on a une prédisposition, on a tout à gagner à s'entraîner, à travailler. Après, de faire cette formation universitaire et atelier d'écriture ne donne pas forcément du talent à ceux qui n'en ont pas. Le talent, l'écriture, ce n'est effectivement pas que la technique, mais je constate que la littérature américaine a cette propension tout à fait étonnante de faire naître la littérature dans les endroits géographiques et sociétaux les plus inattendus. L'Amérique, Francis Geffard, fascine, l'Amérique sidère, l'Amérique fait peur, l'Amérique effraie. Mais est-ce que quand vous décidez donc de réaliser cette idée qui naît à la fin des années 90 et qui va germer après l'effondrement des tours avec la première édition du Festival américain ici dans votre ville de Vincennes, est-ce que là vous vous rendez compte que vous êtes en face et que vous avez créé une machine qui peut effrayer aussi, parce que c'est une autre aventure que de réunir tout ce monde, que de fédérer tous ces bénévoles, que de se lancer dans cette logique programmatique presque délirante? Oui, alors c'est vrai qu'on ne mesure jamais vraiment ce que l'on est en train de faire jusqu'au moment où on l'a terminé. C'est vrai qu'au départ, c'était un rêve, j'en ai eu un certain nombre dans ma vie que j'ai d'ailleurs réalisé pour certains. Et c'est vrai que, voilà, au départ, on est inconscient finalement. On ne sait jamais ce qu'on est en train de faire jusqu'au moment où on l'a fait. Voilà, je me répète, mais au début, donc... Étant vincennois, né là-bas ? Alors je ne suis pas né là-bas, mais je suis arrivé à Vincennes. Mon père était militaire, et donc je suis allé à l'école primaire à Vincennes, au collège à Vincennes, au lycée à Vincennes. J'ai ouvert ma librairie à Vincennes. Voilà, donc j'étais assez marqué par cette ville, et donc j'en ai parlé tout naturellement
à des gens pour lesquels ma voix résonnait un peu particulièrement. Le maire de Vincennes de l'époque, qui s'appelle Patrick Gérard, qui est maintenant d'ailleurs recteur d'académie. Et il a dit banco, voilà. Et on a monté ça avec une petite équipe. Ça a été assez rude. Les 2 premières éditions ont été un peu violentes, 2002 et 2004. Et puis finalement, au fil du temps, bien voilà, on a... Quand on dit violent, Violent, c'est-à-dire que ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe, vous dormez 4 heures par nuit. Voilà, donc c'est vrai que quand on n'a pas encore l'habitude de faire quelque chose, forcément, ça happe, ça déstabilise, et puis on lance toutes ses forces dans l'aventure. c'est pour ça qu'on le fait que tous les 2 ans. Absolument. Alors d'abord, on est tous bénévoles. On est tous bénévoles. Et moi, je tiens à cette dimension-là parce que, d'abord, ça simplifie notre budget d'une façon évidente. Et puis, de le faire 1 an sur 2, ça veut dire que pendant 1 an, on mène une vie normale et qu'on ne se préoccupe plus du tout de cette immense machine, qu'on a le temps de se remettre quand même de ce que ça signifie, et puis qu'après, on peut se reprendre à rêver de nouveau, à imaginer, à avoir envie. Voilà. Et puis on crée l'attente. Absolument. L'attente crée l'envie. On crée les événements, et c'est un tel boulot que si on faisait ça tous les ans, ce serait insurmontable, et on n'en a pas envie les uns et les autres. Et je crois que on ne pourrait pas créer l'événement chaque année. Enfin, moi, je ne le souhaite pas. Je dirais que j'ai du plaisir à le faire et c'est une œuvre collective puisque si on additionne tous ceux qui prennent part au festival d'une façon ou d'une autre, qui tiennent un rôle actif, c'est environ 500 personnes. Une quarantaine de maisons d'édition françaises et québécoises. Donc c'est vraiment un événement qui fédère des libraires, des bibliothécaires, des critiques littéraires, des animateurs, des journalistes, des interprètes, voilà. Et ça, je suis très attaché à cette dimension collective. Seul, on ne fait rien, voilà. Et je crois que c'est bien de faire des choses avec les autres, mais en même temps, c'est bien d'être raisonnable dans ses défis et dans ces projets. Voilà. Donc, je trouve ça très bien que l'on ait créé un événement qui permette à tous les amateurs de ces littératures de se retrouver, de voir les auteurs. Et on se rend compte surtout qu'il y a une magie qu'on ne mesure tout à fait, pas tout à fait jusqu'au moment où elle se produit. C'est que, bon, si on met un écrivain dans un endroit, mais c'est tout à fait traditionnel et on a ce à quoi on s'attend. Mais si on met des écrivains dans un lieu comme un festival, ça n'est pas que l'addition de 1 + 1 + 1. Il se crée quelque chose. Je ne sais pas très bien de quoi ça relève, mais il y a une énergie, il y a quelque chose d'assez magique qui tient à la personnalité des auteurs qui sont présents, à leur plaisir de se retrouver ou de découvrir d'autres auteurs. Je dirais qu'il y a une formidable émulation que l'on sent à travers l'affluence des gens qui viennent écouter des auteurs sur des sujets divers et variés. Là, cette année, il y a 120 rencontres. Mais il y a aussi... Tout ça sur juste 3 jours. Absolument. Mais il y a aussi la ferveur du public. Voilà. Et on sent que les gens ont envie d'un événement. La lecture est une activité solitaire. Mais on a besoin de collectifs. On a besoin de célébrer finalement la place que tient le livre dans nos vies, dans nos esprits, la richesse de la littérature. Et on est dans un monde qui a besoin, d'histoire. On le voit dans la passion que déclenchent les séries télévisées, que je trouve assez passionnantes sur le plan littéraire. Et donc aussi, les Américains sont quand même encore les meilleurs. Absolument. Mais je crois qu'on a besoin d'histoire depuis la nuit des temps. Et je pense que ces événements collectifs autour de la littérature dopent notre envie de lecture, gonflent le moral des gens tel qu'on les écoute quand ils nous disent leur ressenti d'avoir assisté à des rencontres. Et quand je vois la façon dont des gens achètent des piles de livres qui vont nourrir leur lecture pour les mois à venir, voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de se rassembler, de voir qu'on n'est pas seul. Il y a une forme un peu, je dis souvent avec un peu de dérision,
que ce sont les JMJ de la littérature américaine. C'est-à-dire qu'il y a un côté festif et en même temps, on célèbre la dimension collective qui manifeste notre attachement au livre, notre attachement à la littérature, au travail de l'esprit, aux histoires. Et je crois qu'effectivement, la lecture est un outil extraordinaire de promotion, de développement de l'être. Enfin, on peut s'enrichir de vies qui ne sont pas les nôtres, aller dans des endroits où on n'ira certainement jamais, apprendre des choses. Je dirais, c'est vraiment pour moi un outil d'émancipation indispensable et irremplaçable. The boys chased off by the dead one, and her memory of Bugler was fading fast. Howard, at least, had a head shape nobody could forget. As for the rest, she worked hard to remember as close to nothing as was safe. Unfortunately, her brain was devious. She might be hurrying across a field, running practically, to get to the pump quickly and rinse the chamomile sap from her legs. Nothing else would be on her mind. The picture of the men coming to nurse her was as lifeless as the nerves in her back, where the skin buckled like a washboard. Il y a une question qui est cruelle, qui consisterait, Francis Geffard, à convoquer au milieu de tous ces souvenirs, de ces 9 éditions, ça fait presque 20 ans que ce festival existe, celui qui aurait été, pour vous, le plus marquant. La question est donc simple. Et s'il n'en restait qu'une de ces rencontres? Alors, je crois que la présence la plus marquante a été indéniablement celle de Toni Morrison. En 2012, Toni Morrison, une grande dame de la littérature américaine, octogénaire. Elle se déplace maintenant dans un fauteuil roulant, donc on sent que c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement riche. Elle a été éditrice, elle est devenue écrivain assez tardivement, la quarantaine passée, et en même temps, quel parcours, quelle femme, quelle volonté, quel esprit, quel auteur. Et c'est vrai que la ferveur qui a entouré sa venue en 2012, où il y avait une affluence phénoménale et une communion phénoménale. Voilà, je dirais que ça a vraiment été quelque chose. Et je me suis inquiété parce que je l'ai reçue pour la première fois en 1985 à 1000 pages. Elle était venue avec Ivan Nabokov, qui était son éditeur à l'époque. Il y avait peut-être 15 personnes. Elle n'était pas très connue. Mais 30 ans plus tard, les choses avaient bien changé puisqu'elle est venue avec le prix Nobel, et je m'inquiétais un peu de la fatigue qui pouvait être la sienne. Elle m'a bluffé parce que chacune de ses apparitions publiques, il y en a eu 3, elle a accepté de dédicacer à la fin, et il y avait des lignes, des queues assez impressionnante, et elle a mis un point d'honneur à rester jusqu'à la dernière personne dans la file et à signer le dernier livre. Et ça, j'étais quand même assez épaté de cette générosité, de cette disponibilité. Et donc, tout à la fin, je l'ai remercié d'être venu. Je lui ai dit, j'espère que ça n'a pas été trop fatigant pour vous. Et elle m'a dit des mots qui me resteront à jamais gravés dans la mémoire. Elle m'a dit, ce que j'ai vécu ces derniers jours, it's a substitute for love. Voilà, c'est un substitut de l'amour. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Voilà, je dirais qu'elle avait ressenti finalement l'amour que les gens avaient pour elle, et je pense qu'elle avait vécu là des moments exceptionnelle. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de savoir que finalement, en donnant, elle s'était aussi beaucoup nourrie. En haut de ce que j'ai appelé la cathédrale, qui était cette ancienne usine, chez Albin Michel, il y a un endroit au premier étage où l'on dépose alors avec précaution les manuscrits que l'on a reçus dans un petit élévateur, qui est peut-être une petite trappe. On a l'impression que, finalement, ce sont les plats qu'on va déposer. Ils vont atterrir en bas. C'est ça. Ils ont été lus? Oui. Ils sont renvoyés aux auteurs? Voilà, exact. Pour la plupart, ils n'ont pas été pris. Et non, c'est les refusés, malheureusement.
C'est terrible, je vois une pile d'une vingtaine de refusés plus ou moins gros. Il va en arriver d'autres en plus? Oh, on va en mettre d'autres. Et si j'ai utilisé le mot cathédrale pour ce lieu qui aujourd'hui est illuminé, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de sacré. Quand j'y réfléchis bien, c'est peut-être parce que j'ai toujours eu trop peur de me retrouver posé sur une pile de manuscrits refusés que je fais de la radio. Trêve de confidence. On commence désormais, grâce à cette rencontre avec son créateur Francis Geffard, à comprendre l'esprit d'un festival dans lequel on plonge le micro avec délectation. America. C'est à Vincennes. Le programme se dévoile sur www.festivalamerica.com. Alex en roue libre remercie Laurent Delarue de l'agence Faits et Gestes qui nous associe à l'ébullition de cette 9e édition qui se tient du 20 au 23 septembre 2018. Alex en roue libre, c'est une réalisation de Benoît Artaud. Si vous aimez, vous partagez et surtout, vous vous abonnez. En roue libre, évidemment.